Messieurs, c'est le bon moment pour le débat ce matin. Comme d'habitude d'ailleurs, entre 7h40 et 8h30, nos invités sont déjà là ce matin. Patient Parfendom, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à toute la grande famille de DBS La Matinale. Bonjour à tous nos fan clubs à travers le pays qui continue de nous dire que cette émission est enfin l'émission matinale leader de ce pays, peut-être pas en Afrique aussi. Un bonjour particulier au fan club DBS La Matinale de Logbaba, Madame Kassi, qui tout à l'heure en écoutant Hervé Moukouri m'a passé un coup de fil en me disant mais c'est le problème que nous avons aussi chez nous. Nous avons des factures exorbitantes dont on ne comprend plus de ce qui se passe. Ces factures-là donnent des maux de tête parce que selon que vous payez 70 000, vous n'êtes même pas encore en fin de mois, notre facture tombe encore du même ordre. Mais par quelle alchimie calcule-t-il enfin ce qu'ils appellent la consommation de ménage? Alors, on nous avait dit qu'il y avait des périodes basses, des périodes hautes, des périodes. Il faut vraiment que la ASONEL, comme le disait Hervé Moukouri, qui en réalité est une société qui devait être dans le patrimoine de l'État camerounais. Pourquoi? Parce que c'est des sociétés hautement stratégiques, comme c'est le cas de ASNL. Ils s'occupent de la production. Et la distribution. Bon, apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du transport. Actuellement, je veux dire de la commercialisation. Oui. Mais quand on regarde très bien ce qui se passe, on a l'impression que c'est une opacité incroyable sur la programmation en ce qui concerne la commercialisation, qu'est-ce qui se passe, qui distribue quoi, et qui relève quoi, et qu'est-ce que les populations peuvent faire quand ils sont objets de pareilles difficultés. Les associations de consommateurs, oui. Bon, je ne sais pas, peut-être que d'autres diront quelque chose, c'est n'importe quoi. C'est vraiment un gros n'importe quoi. Et tel qu'Idam s'agite 1, 2, 3 jours, on vous dit que non, il allait voir les responsables additionnels, et puis du jour au lendemain, vous n'entendez plus parler. Donc nous sommes là, les populations sont désemparées face à une société qui ne communique pas, qui est comme une grande muette, dont la communication se limite à dire si vous avez un problème d'un poteau qui est tombé, appelez tel numéro. On sait très bien que souvent, il faut passer des mois et des mois pour que ce poteau soit remis en place. Donc je dis, une société aussi stratégique ASNL doit être nationalisée de nouveau, mais doit avoir à sa tête des Camerounais compétents, parce qu'il y en a, malheureusement, qui seront capables enfin de, au moins, communiquer, j'allais dire, convenablement pour que les populations puissent comprendre ce qui se passe. Parce que les populations ne comprennent pas. Et le dernier aspect que j'allais relever, vous avez commencé à les gratigner par rapport à l'offre, n'est-ce pas, en énergie électrique. Surtout que nous sommes un pays qui produit de l'électricité. On ne peut pas comprendre qu'on a encore de tels indices avec des valeurs aussi hautes pour un pays qui est inondé complètement par des cours d'eau. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une flopée de barrages qui vont se mettre en marche bientôt. Pourquoi on peut avoir le coût de l'électricité qui est toujours autant cher au Cameroun, alors qu'en réalité, on devait être dans des situations où l'électricité ne pouvait pas coûter cher? Le barrage de Sonloulou, qui était le premier barrage, on a maintenant Lompanga, on a Menvele. Oui. On nous parle encore de Natigal qui est presque déjà... À la fin non, en construction. Au moins, les différentes structures techniques se mettent déjà en place. Alors, vraiment, qu'on nous explique, parce que ça devient quelque chose de très, très, très compliqué pour les populations, surtout pour les ménages, au moment où de plus en plus, les ménagères et leurs époux peinent à remplir le panier. Donc, vraiment, s'il y a des mesures qui vont dans le sens, justement, de la relance économique, mais surtout de soulager légèrement ces ménages-là, il faudrait que ASONEL et d'autres qu'on n'a pas cités, comme Kamwata et autres, puissent vraiment prendre la pleine mesure de ces difficultés pour aider les populations. Et surtout leur responsabilité. Voilà. Alors, Anatoly, ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mon grand frère Patient Parfendom. Merci. Je salue tous les téléspectateurs de cette tribune matinale, particulièrement ceux-là qui nous regardent du côté de la ville de Monatili, c'est du côté du département d'Aleke et région du Centre. Cette ville-là, dont l'hôtel de ville vient d'être sinistré, notamment hier, à cause d'un incendie dont l'origine reste à déterminer. Mon coup de gueule ce matin, je suis vraiment très en colère, Steve. Je suis très en colère parce que je voudrais suggérer ce matin au secrétaire de la défense chargé de la gendarmerie de démanteler
les postes de contrôle de gendarmerie qui sont respectivement installés du côté de l'entrée de Sombo, c'est dans le département d'Union Ekeli, et le poste de contrôle de gendarmerie qui est installé du côté, n'est-ce pas, de l'entrée du pont de la Dibamba, du côté du département de la Sadek maritime. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, il s'agit des postes de péage parallèles, et secondo, ce sont des endroits de plus en plus accidentogènes. J'ai failli mourir hier du côté de Sombo. Pourquoi? Parce que un gendarme, quel que soit son grade, ses fonctions, lorsqu'il est dans l'exercice de sa fonction sur l'axe lourd, doit pouvoir respecter les règles élémentaires de sécurité routière. C'est-à-dire que lorsqu'il interpelle ou verbalise des camions semi-remorques ou des gros porteurs, il doit s'assurer que dans leur manœuvre, les chauffeurs de ces camions respectent les règles de sécurité routière. Vous ne pouvez pas interpeller des voitures qui viennent dans les deux sens de la voie alors que vous êtes de l'autre côté de la route. Il doit également s'assurer que les usagers préalablement verbalisés ou interpellés aient dégagé la voie, parce que autant qu'à cet endroit, il y a l'étroitesse de la route et on ne peut plus extraordinaire. Moi j'ai failli mourir avec d'autres passagers. Pourquoi? Parce que au moment où nous étions derrière un camion, subitement, comme ils ont l'habitude de faire, ils ont subitement interpellé ce camion-là qui s'est engagé dans une manœuvre maladroite, et pour éviter la cale, on s'est engagé à gauche, on s'est retrouvé face à face avec un bus du compagnie de voyage, d'un agent de voyage de la place. Donc, pour chuter, je voudrais rappeler à ces gens-là qui arborent, n'est-ce pas, les attributs de l'autorité de l'État, que tout exercice, je veux dire, tout pouvoir implique beaucoup de responsabilités, pas seulement en termes de droits, mais surtout en termes de devoirs et d'obligations. En tout cas, tout pouvoir mérite également beaucoup de responsabilités. Docteur Yamtimba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bon début de semaine à vous. Merci, c'est gentil à vous de même. Et à tous nos téléspectateurs. Et à tous nos téléspectateurs. Messieurs, ces derniers temps-ci, sur le continent africain et au Cameroun en particulier, on parle énormément et toujours de la vacance du pouvoir. À gauche et à droite, des partis politiques, la société civile, les hommes d'affaires, les hommes au pouvoir, tout le monde parle bien sûr de la vacance du pouvoir. La constitution en vigueur au Cameroun stipule qu'en cas de vacance de la présidence de la République, l'intérim est assuré par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché, il est suppléé par son vice-président actuellement, Aboubakari Abdoulaye. La vacance de la présidence de la République est la conséquence d'un fait juridique que le droit, il faut le dire, doit encadrer dans l'objectif de la préservation de l'intérêt supérieur de la nation. Les dispositions de la Constitution camerounaise qui traitent de ce cas se trouvent dans l'article 6, alinéa 4 du texte fondamental. On le sait pertinemment que si le chef de l'État n'est pas là aujourd'hui et que c'est le vice, disons-le comme ça, le président du Sénat prend le pouvoir, on doit organiser les élections entre 20 jours au minimum et 120 jours tout au plus. Messieurs, les pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone sont, il faut le dire, remplies de cohérence et d'incohérence. À quoi servent justement les constitutions africaines? C'est l'une de nos interrogations. Depuis la fin des années 1980, on a vu l'Afrique connaître sa seconde phase de démocratisation, nous avait-on dit. La démocratie a été innocentée et libérée pendant que le monopartisme de cette époque était mis en accusation et surtout condamné. La constitution africaine avait-elle été pensée selon le modèle africain? Voilà encore une autre interrogation. Les constitutions africaines ne sont-elles pas un mauvais copier-coller de l'Occident? Vous posez encore la question, quelqu'un me posait la question encore hier. Il me disait, c'est un mauvais copier-coller de l'Occident. Votre réaction, docteur Yamtimba? Réaction à quoi? Constitution ou à la vacance du pouvoir au Cameroun? Commençons par la vacance du pouvoir déjà au Cameroun. Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de tout, on a quand même des dispositions juridiques précises, claires, qui concernent la vacance du pouvoir. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui. Ce n'est pas un problème de conception personnelle, ce n'est pas un problème d'attitude personnelle ou de vision personnelle. La loi encadre ce qu'on appelle la vision de la vacance du pouvoir. Au Cameroun, l'article de la Constitution que vous avez cité, à savoir l'article 6 alinéa 4, dit clairement qu'il y a dans 3 cas, il y a 3 situations qui créent une vacance de pouvoir.
il y a le décès du président de la République, puisque c'est de lui que nous parlons, du président de la République, il y a sa démission et il y a un empêchement définitif. L'empêchement définitif peut avoir beaucoup de choses. Il peut tomber malade, etc. Voilà. Donc, ces 3 cas spécifiés par le législateur amènent une procédure, parce que ce n'est pas tout le monde qui constate la vacance du pouvoir. Ce n'est pas tout citoyen lambda. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a que lui qui peut demander que soit constatée la vacance du pouvoir. Et l'autorité qui constate la vacance du pouvoir, c'est le Conseil constitutionnel. Et il ne peut être saisi que par le président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il est saisi par le président de l'Assemblée nationale, la vacance du pouvoir est constatée à 2 tiers, le Conseil constitutionnel statue aux 2 tiers de ses membres. Donc il faut que 2 tiers des membres du Conseil constitutionnel témoignent, déclarent, reconnaissent que là, le président n'est plus là, ou n'est plus en mesure d'exercer le pouvoir. Et il n'y a que le président de l'Assemblée nationale qui peut dire « Allez regarder cette affaire ». Après, les éléments de qui remplace, qui ne va pas remplacer, comment on organise les élections par la suite, c'est périphérique à notre débat de ce matin. Oui. La question de fond, ou les 2 questions de fond, sont celles d'abord, est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui précisent ce qu'on appelle la vacance du pouvoir? Je crois que nous venons de répondre à cette question. La deuxième question, qui est subséquente à la réponse à la première, c'est qui a le droit de demander le constat de la vacance du pouvoir. C'est là où il faut faire très attention. Lorsque la loi dit quelque chose de précis et que vous faites exactement le contraire de ce que la loi dit, ce n'est plus la loi. Non. Pire, vous venez d'enfreindre la loi. Vous venez de l'enfreindre. Parce que, attention, ce qui est permis, c'est une chose. Ce qui est défendu, si vous faites le contraire, ça veut dire que vous êtes en train d'enfreindre la loi. Et je vois beaucoup de personnes s'amuser à ignorer ces dispositions, comme d'ailleurs on ignore beaucoup d'autres dispositions, comme certaines dispositions électorales ont été ignorées il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans. Les gens s'amusent à ignorer les dispositions de la loi et mettent le feu au Cameroun. Parce que M. Lambda ne connaît pas ces dispositions de la loi. Et il pense que n'importe qui peut se lever et dire « je voudrais qu'on constate ou non la vacance du pouvoir ». Messieurs, les mécanismes de dévolution de pouvoir au Cameroun sont très bien connus. Et la question, cela nous ramène à la question, justement, vous le parliez, à la fois des constitutions africaines et de la démocratie. Ici, on dira, dans tous les cas, il y a quelque chose qui existe. Nos constitutions sont de qualité moyenne, très moyenne, parce que on pourrait faire mieux, on pourrait mieux structurer nos lois fondamentales en s'inspirant de la manière dont nos ancêtres ont géré les États. Et je crois que c'était beaucoup plus rigoureux, c'était mieux structuré, c'était plus juste, plus équitable que ce que nous avons dans ces constitutions. Mais alors, il reste quand même que nous avons tout de même des textes auxquels, pour le moment, nous devons nous référer. Quand le moment viendra où on sera en mesure de changer les textes qui existent pour faire des choses beaucoup plus authentiques et beaucoup plus sérieuses, oui, ce moment-là, donnons-nous les moyens d'y arriver. Mais pour le moment, on a quelque chose qui existe et qui encadre ce type d'événement très particulier qu'on appelle la vacance du pouvoir. La démocratie, c'est le respect des lois. La démocratie, ce n'est pas le bavardage. La démocratie, ce n'est pas de dire tout le temps ce qu'on pense. La démocratie, ce n'est pas de dire tout et n'importe quoi. Pire, quand on est censé être l'une des personnes qui maîtrise le mieux de quoi il est question. La démocratie, c'est le respect de la loi, mais c'est l'attitude, c'est la disposition à faire évoluer la loi. Faire évoluer la loi, dans un pays comme le nôtre, passe par différents canaux. On ne fait pas évoluer la loi en suscitant des réactions de conflit dans la société ou de suspicion des autorités. Non, on fait évoluer la loi à travers des livres, à travers des articles de journaux, à travers des discussions comme celles pour lesquelles on fait des propositions, mais surtout à travers 2 choses possibles. En saisissant les autorités pour que peut-être elles arrivent à un projet de loi, on appelle ça les plaidoyers, on appelle ça, d'autres appelleront ça du lobbying auprès des autorités. Ou alors, en saisissant, quand on n'est pas soi-même
au Parlement, à l'Assemblée nationale, en saisissant des députés pour que ces députés-là développent, ou on peut même leur proposer Donc déjà cela signifie forcément que propositions de loi. un citoyen qui a besoin de constater la vacance du pouvoir passe par les députés ou encore par l'Assemblée nationale ou par le président de l'Assemblée nationale. Qui lui va constater. Il peut éventuellement, il peut s'adresser au président de l'Assemblée nationale parce qu'il est le seul qui déclenche la procédure. C'est lui qui déclenche la procédure. Il peut éventuellement le saisir, mais en réalité, la vérité est qu'on ne saisit pas le président de l'Assemblée nationale, parce que c'est aussi ça d'autre chose. On ne saisit pas le président de l'Assemblée nationale pour lui dire ce qu'il a à faire, qui est prévu par la loi. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez saisir le président de l'Assemblée nationale pour lui soumettre pour l'amener, dans le cadre d'un plaidoyer, d'un lobbying, pour l'amener à déposer sur la table une proposition de loi. Sauf que le constat de la vacance du pouvoir, ce n'est pas une proposition de loi. Si vous dites qu'on peut saisir le président de l'Assemblée nationale pour qu'il aille, pour lui demander de déclencher la procédure de constat de la vacance du pouvoir, c'est comme si vous pouvez le saisir pour lui demander de déclencher, par exemple, une affaire interne ou une enquête interne chez lui. Non, vous n'avez pas à ça. Il y a un règlement intérieur, il y a une organisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale et il faut respecter ça. Et la démocratie, il faut qu'on le répète 10 000 fois, c'est le respect des lois. Respect des lois. On vous a bien suivi. Patient parfait d'homme jusqu'à preuve de contraire, certaines personnes font savoir, depuis un bon bout de temps, qu'il y a 3 vieillards, justement, qui gèrent le pays. Et que si les 3 vieillards disparaissaient, il y a un problème qui va se poser. On parle du président de la République, du président du Sénat, et sans oublier du président de l'Assemblée nationale. Je pense que Yamba brillamment a essayé de planter les décors. Nous sommes là, en fait, ce débat se joue aujourd'hui, parce que nous sommes là dans un virage où les gens pensent que quelque chose va se produire. Oui. Et quand ils pensent que quelque chose va se produire, d'abord, d'autres ne sont pas cachés. C'est la mort du chef d'État. Et d'autres disent même qu'il n'est plus vivant. Donc, il faut restituer, l'environnement dans lequel nous baignons aujourd'hui et qui, justement, a provoqué ce débat. Premièrement, dans le cadre général de la Constitution, de nos lois, bien la structure de nos lois, on voit bien qu'on a une loi fondamentale, il y a des lois qui essayent d'encadrer la vie et la voie sociopolitique de notre pays. La difficulté par rapport à cette question, et là, il y a pas raison de le dire, c'est que le citoyen lambda, souvent s'en tient à la loi. Mais s'en tenir seulement à la loi va vous amener là où vous ne savez pas. Vous êtes complètement dans la rue, si vous voulez. Il faut maintenant sonder que dit les décrets d'application et ceci de la loi. C'est toute une forêt, n'est-ce pas, d'actes juridiques. Donc, il faut être méticuleux avec un professionnel du droit qui est honnête, parce qu'il y a aussi la question de l'honnêteté. Qu'on ne fait pas la politique politicienne, mais quelqu'un qui va vous décrypter exactement tout cet ensemble de dispositions qui donnent la possibilité de l'application de la loi. Parce que quand vous ne maîtrisez pas ça, vous rentrez dans ce que tout le monde vous dit là maintenant. Oh non, Ignat est mort, Paul Biya est mort, il faut qu'on déclare la vacance du pouvoir parce que depuis que Corona s'est déclenché, on ne voit pas les choses de l'État. Non, c'est pas comme ça. Il y a bien de nous démontrer que c'est pas comme ça que ça se passe, premièrement. Deuxièmement, et ça, c'est la faute au gouvernement qui a mis cette forêt d'articles, de trucs pratiques pour qu'une loi soit exécutée. Je vous prends un exemple tout simple. Dans la loi, la Constitution camerounaise, c'est l'article 106, la question de la déclaration des biens. Or, vous dites, oui, les gens ne déclarent pas les biens. C'est vrai, ils ne déclarent pas les biens. Mais, ce que vous oubliez, on vous dit que pour que cet article-là soit applicable, il y a un certain nombre de dispositions réglementaires qui doivent être possibles. Donc, on va vous dire, pour l'instant, le décret d'application n'est pas totalement signé, mais il a été signé. On a dit, par exemple, que les gens peuvent déclarer leurs biens, mais pas en public, des choses comme ça que personne ne comprend plus. Donc, on est dans un embrouillamini, n'est-ce pas, c'est une forêt, quoi. C'est quelque chose de très opaque. C'est une forêt dense. Donc, au lieu, et là où c'est dangereux, au lieu de jeter comme ça, dans le débat public, la question de la vacance de pouvoir, ceux qui sont qui ont des griefs vis-à-vis de l'établissement politique actuel, il faut le dire, doivent expliquer au peuple c'est quoi cette disposition que Yamba essaie de commencer à égrener là, premièrement. Mais ce qui est grave,
c'est que la plupart des gens aujourd'hui qui contestent, n'est-ce pas, cette loi fondamentale, cette structure juridique, oui, ont été au cœur de leur mise en place, de leur rédaction et de leur encadrement. À partir de ce moment-là, on a le droit de se poser en réalité, est-ce que ce débat qu'on a jeté comme ça dans le grand public, au-delà des aspects techniques que Yamba commence à égrener, est-ce qu'il ne vise pas d'autres buts? Donc, si on veut être clair, qu'on essaye d'aller dans le fond du problème et de mettre en place les dispositions juridiques comme Yamba essaie de le faire pour l'expliquer aux populations, pour que les gens ne s'emballent pas dans des chemins qu'ils ne maîtrisent pas. Vous avez vu le cas de Burundi, par exemple, oui, où le président Nkurunziza est décédé autant pour moi. Mais avant... Il devait quitter le pouvoir en août. Au mois d'août. Mais avant, il y a une élection qui s'est passée et un chef d'État a été élu, constaté par le Conseil constitutionnel. La question qu'on se pose est de savoir, y a-t-il vacances de pouvoir ou non? Devons-nous appliquer les règles qui correspondent, qui encadrent la vacance de pouvoir, ou il faut plutôt anticiper la cérémonie de prestation de serment, de nouveau président élu? Là, il y a deux visions, n'est-ce pas? Ceux qui font la philosophie du droit, il y a deux visions qui s'affrontent. Une vision qui dit non, de toute façon c'est acté, il y a une nouvelle élection qui s'est passée, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Une seconde vision qui dit que non, il y a vacances de pouvoir. Puisqu'en réalité, l'exécutif, l'instance fétière de l'exécutif n'existe plus. Et donc il y a un vide. Ça veut dire donc que dans ce cas-là, les juristes n'ont pas prévu le vide juridique qui existe. Mais dans le cas du Cameroun, comme quelqu'un l'a si bien expliqué, pour l'instant, en dehors qu'on vient de démontrer le contraire, je suis désolé qu'il n'y ait pas le professeur Essomba. Essomba, que nous tentons de joindre. Il avait prévu la fois dernière, s'il y a un vide juridique ou non. Non, moi je dis, le problème qui a été posé était un problème purement politique. Il n'a rien à voir avec les droits. Parce que par rapport aux dispositions de droit, Yam vient de le déclarer, toutes les règles sont là, elles sont nickel. Maintenant, comme les gens sont dans des batailles d'ordre politique, ils essaient de démontrer les choses. Maintenant, si la question c'est l'âge avancé de nos dirigeants, c'est depuis que cet âge avancé existe. Si la question c'est le débat sur ce qu'ils appellent le gré à gré, mais pour moi le gré à gré a été acté depuis 2008, quand on a cassé le verrou de la Constitution qui ne permettait pas à ce État de se représenter indéfiniment. On a donné, c'est-à-dire que la force légale au chef d'État d'organiser, s'il le veut ou non, un gré à gré. Alors, donc, le gré à gré, c'est aussi les gens qui ont participé, par exemple, à la dernière élection présidentielle, sachant pertinemment que le dé était pipé. Donc, ils ont donné légitimité au chef d'État de pouvoir, n'est-ce pas, c'est un grand boulevard qu'on lui a ouvert. Donc, vacances de pouvoir, débat technique ou bien débat politique, il faut bien que un jour, ceux qui essaient de broder la tout autour nous expliquent. Mais pour l'instant, comme l'a si bien dit Niam, en cas de vacances de pouvoir, il y a des mécanismes qui sont prévus par la Constitution et qui ne souffrent d'aucune contestation. Sauf que, politiquement, nous estimons qu'il faut rapidement aller vers autre chose. Pourquoi? Parce que de toute façon, si nous ne faisons pas pression, et comme Yam l'a dit, nous, la société civile, la classe politique et tous les citoyens, pour qu'il y ait j'allais dire, un fil un peu plus clair sur ce phénomène de dévolution de pouvoir, nous allons arriver un jour, parce que comme la plupart, et là, la faute revient aussi au gouvernement, de continuer d'être pédagogue, d'expliquer. Un jour, on va se retrouver avec une situation où les gens seront dans la rue parce qu'ils vont estimer que ça fait depuis, je ne sais pas, 6 mois qu'ils ne voient pas Paul Biya, ne sont pas où est-ce que Paul Biya se trouve, alors qu'au même moment, les gens vont vous dire que le président de la République a continué à signer des décrets, à prendre des actes, etc. Donc, voilà, à mon sens, la question que ce malaise-là peut présenter, sauf que, comme je l'ai dit une fois de plus, il faut que les gens, surtout qui sont dans l'opposition alors qu'ils étaient aux affaires, et qui ont participé, n'est-ce pas, à la situation, à la rédaction même, et même comment on dit ça, de leur point de vue des idées à concevoir cette manière, sur le plan juridique, qu'ils aient le courage de venir sur le plateau
expliquer, faire des articles de journaux, expliquer, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne va pas, pour que cette question de vacances de pouvoir ne soit pas comme un serpent de mer qu'on ne verra jamais le moment venu. Albert Natola, ici du Cap-Peuple de Contor, on a l'impression que tous les Camerounais aujourd'hui, chaque fois qu'on dit le président de la République est mort, le président de l'Assemblée nationale est mort, le président du Sénat est également mort, tout de suite on cherche en tout cas un vide juridique pour déclarer haut et fort qu'il y a vacance du pouvoir. Je pense qu'il faut situer la problématique dans son contexte et surtout le prétexte. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis 2018, après l'élection présidentielle controversée que vous connaissez, controversée qui a connu le ressort que vous connaissez, que vous savez, il y a un débat, il y a certains débats qui ont commencé à germer sur l'espace public, notamment pour que cette formation politique puisse continuer d'exister. Je voudrais quand même indiquer, c'est une digression, pour indiquer que l'ignorance ou la méconnaissance de la loi ne vous absout pas de la sanction de la loi. Parce que tout à l'heure, lorsque j'écoute mes panélistes, j'ai le sentiment qu'on doit pouvoir être indulgent vis-à-vis des gens qui sont ignorants de la loi. Or, moi je vois des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour aller s'acheter dans les bars, pour acheter de la boisson, pour offrir des pots aux gens, mais ils ne sont pas capables d'aller vous acheter un livre, notamment la loi fondamentale, en tout cas tout le texte juridique, pour justement pour se cultiver. Alors, la faute à qui? D'abord, la faute à ces gens-là, parce que j'ai le droit, je n'ai pas envie d'attendre que monsieur Yam vienne m'expliquer la loi selon sa perception de cette loi-là, ou bien selon ses ressorts. Non, je dois pouvoir, là où je n'ai pas la compréhension de la loi, je m'adresse à un spécialiste du droit. Ça, c'est d'un des deux. Et puis, tout à l'heure, il en parlait notamment de la personne qui doit... Est-ce que le citoyen lambda est capable de saisir, notamment le président de l'Assemblée nationale, à l'effet de constater la vacance du pouvoir? Je pense que nous avons des représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si vous avez un souci, vous adressez... Représentants du peuple, les députés. Tout à fait. Oui. Vous adressez à ces représentants-là qui, eux, ils ont notre mandat pour le faire. Ceci étant, pour répondre de manière pratique à votre question, je voudrais indiquer une chose. Tout à l'heure, le grand frère Parfait Ndom l'a souligné, ce qui n'est pas prévu par la loi peut faire jurisprudence. Oui. Parce que tout compte fait. Est-ce que dans le schéma du Burundi peut arriver au Cameroun? Je veux dire, le casting là, ça peut arriver chez nous. C'est possible. Mais sauf que chez nous, nous avons quand même les vice-présidences, notamment à l'Assemblée nationale, nous avons au Sénat. Si d'aventure, ce que je ne souhaite pas à qui que ce soit, il arrive que l'un des présidents puisse casser la pipe, il y a le vice-président qui va assurer la continuité. Donc, je pense que le débat sur le gré à gré, ça me pose un problème parce que d'abord au niveau de la perception et la compréhension, c'est d'autant que lorsqu'on parle de gré à gré, ça suppose que nous sommes dans une monarchie. C'est-à-dire le président de la République, nous ne sommes plus dans une république, ça veut dire que le président de la République va décider de nommer son fils. M. Yam ou M. Aïssi pour être désormais... Restons sur le cas de son fils. Parce que quand on parle de guerre aujourd'hui... Dans tous les cas, la Constitution, en l'état actuel, ne prévoit pas de dauphinat, en tout cas de monarchie. Notre Constitution a des ressorts républicains. Ça, c'est important de le préciser. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de verser dans ce que vous avez l'habitude d'appeler les flying flyers. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une problématique qui va émerger, tout de suite, on vous crée une autre information qui va détruire. Une fausse information. Oui. Parce que les mécanismes de dévolution du pouvoir, c'est vrai que c'est un peu unique, mais ça a été réglé. C'est réglé carrément dans notre Constitution. C'est réglé. Et je pense que dans une déclaration qui date de 2004, le président de la République avait réglé cette question avant qu'elle se pose. À tout moment, ça dit que c'était lors d'une interview à France 24, je crois, où il indiquait justement précisément que le Cameroun n'est pas une monarchie. Il l'a bien dit. Que le Cameroun n'est pas une monarchie. Donc ça veut dire que parler de dauphinat dans le cadre du Cameroun, c'est inapproprié. Absolument inapproprié. Je ne voudrais pas rejoindre l'homme politique, le grand frère Parfait Ndom, mais parce que le débat que nous tenons ce matin a des ressorts absolument juridiques. Même si, c'est un débat qui est juridique, même si ça a des ressorts politiques. Donc je pense, à mon sens, que évoquer justement la vacance du pouvoir, c'est une très bonne chose, il faut y penser. Oui. Mais ce qui est aussi important, c'est que tout à l'heure dans mon coup de gueule, j'évoquais un problème en filigrane. Chaque Camerounais doit pouvoir connaître la loi et ses droits. C'est la première chose, et c'est de la responsabilité, pas seulement
des médias, c'est de la responsabilité, parce que la tendance à tout renvoyer au gouvernement, c'est aussi de la responsabilité des partis politiques, n'est-ce pas, de vulgariser la connaissance et la compréhension des textes juridiques qui fondent, n'est-ce pas, la régulation de la cité. Ce n'est pas que l'affaire des intellectuels, ce n'est pas que l'affaire, n'est-ce pas, des médias que nous sommes. Non. Je pense que combien de Camerounais, faites une enquête de sondage. Combien de Camerounais ont dans leur maison, par exemple, le code pénal, le code civil ou bien la loi fondamentale? Personne. Si vous faites une enquête de sondage, vous serez très surpris. Mais ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont des juristes chevronnés. Moi, je pense que de ce point de vue, nous pouvons peut-être dénoncer, en tout cas, il n'y a aucune loi qui est parfaite. Il n'y a pas de loi parfaite. Chaque loi s'adapte. Chaque loi est perfective. Mais je pense que, et puis quand vous faites une loi, il faut éviter que cette loi soit, il faut que la loi soit impersonnelle. C'est-à-dire que vous soyez là ou pas du tout, que cette loi s'applique et s'impose à tout le monde et dans chaque situation. Il ne faut pas créer une loi taillée sur mesure. Non. Je pense que est-ce que la vacance du pouvoir, la constatation de la vacance du pouvoir était aussi une réalité? Je pense que la réponse se trouve dans les textes fondamentaux. Docteur Yam, mythe ou réalité, jusqu'à preuve de contraire, on pourra dire que ça se retrouve justement dans la constitution du Cameroun ou alors que ces constitutions ont été taillées sur mesure? Non, je pense pas. Je crois que quand on regarde la façon dont la loi a été, la loi fondamentale est rédigée, c'est pas vraiment taillé sur... Enfin, tout au moins cette partie-là. Oui. Cette partie n'est pas taillée sur mesure. Pourtant, certaines personnes peuvent penser que la constitution camerounaise est taillée sur mesure. Je ne parle pas de la constitution, je parle des dispositions sur la vacance du pouvoir. Oui. Parce que là, vous connaissez mon point de vue sur la constitution camerounaise, je vous ai toujours dit qu'elle est de niveau moyen. Maintenant, sur quelque chose de précis, qui est la vacance du pouvoir, je crois que là, on a fait un effort d'être le plus impersonnel possible, de s'assurer de la cohérence institutionnelle du pays. Oui. Ce que je peux dire, mais je vais le dire en prenant pour prétexte ce qui se passe justement au Burundi. Le Burundi a répondu à la question. Au Burundi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont dit, c'est tout simple. Nous avons une cour constitutionnelle. Donc, en cas de vide juridique, à qui on s'adresse? À la cour constitutionnelle. Donc, ce que les parlementaires ont fait, c'est qu'ils ont saisi la cour constitutionnelle pour répondre justement à la question de savoir, faut-il organiser de nouvelles élections ou peut-on constater une vacance de pouvoir et organiser de nouvelles élections, ou faudrait-il plutôt dire qu'en fait, il n'y a pas de vacance de pouvoir? Le Conseil constitutionnel burundais, se fondant sur la constitution du pays, a répondu, a dit, l'esprit de la constitution est qu'il y a vacance de pouvoir quand il n'y a personne qui est choisi par le peuple. Or, il y avait déjà un président choisi par le peuple. La période transitoire était simplement une période de préparation de la prestation de serment, de préparation de la passation de service. Mais il y avait déjà un président qui était élu. Et donc, ils ont décidé qu'il n'y aura pas de nouvelles élections. Parce que tel est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un. Ce n'est pas qu'il doit y avoir quelqu'un qui est installé au pouvoir. Parce que ce qui vous donne le pouvoir, ce n'est pas la prestation de serment. Votre pouvoir ne vous vient pas des documents juridiques, des documents de passation de service que vous signez. Votre pouvoir vous vient du peuple. Et donc, à partir du moment où le peuple vous a déjà choisi, il vous a donné le pouvoir. Pour quelle raison on va encore lui demander s'il fait? Pourquoi est-ce qu'on va encore faire de nouvelles élections? Voilà comment la réponse que le Conseil constitutionnel a donnée. Est-ce que la question de la vacance du pouvoir, et j'imagine que dans le contexte camerounais, est-ce que la vacance du pouvoir est un mythe ou une réalité? C'est une question essentielle, une question importante. Pourquoi elle est importante? Elle est importante à mon avis parce que le rapport au pouvoir qui s'est créé au Cameroun ces 30 ou 40 derniers, d'ailleurs depuis la naissance du Cameroun, est un rapport difficile. C'est un rapport qui contient beaucoup d'opacité, comme le disait Ndom. Beaucoup d'opacité, mais au fond, il y a à la fois l'opacité liée au système néocolonial, mais il y a en même temps le fait que nous devons nous assurer que l'information, la bonne, soit disponible pour tout le monde et soit connue.
ne dédouanons pas le gouvernement. Il y a tout un ministère qui est chargé, qui est chargé de la communication, mais il y a beaucoup de ministères qui sont censés, dont le rôle, l'objectif ultime est d'élever le niveau de connaissance et de culture générale du pays. C'est leur boulot, c'est pour ça qu'ils sont payés et c'est pour ça qu'ils sont choisis. Entre les ministères en charge des enseignements, de l'éducation, enfin des enseignements, en charge de la communication, de la culture, c'est leur travail. Et tous nos ministères ont des cellules de la communication. Leur boulot, c'est de s'assurer que tous les textes, parce que le gouvernement, lui, ne s'exprime que par les textes, que tous les textes qui sont pris dans leur domaine soient disponibles. Vous savez où on vend le journal officiel dans cette ville? Vous êtes journaliste, mais vous êtes sûr que la plupart des gens savent. On vend ça où? On trouve ça où? On ne sait même pas. Vous avez le sentiment... Ça se trouve à quoi? Vous le connaissez moins là aussi localisé. Ça se trouve juste à côté de l'ancien cinéma. On parle moi, je le sais. Okay. Moi, je le sais. Mais je vous demande... Les populations, est-ce qu'elles le savent? Quand vous passez là... Attendez. Quand vous passez dans la rue, est-ce que vous avez même simplement une plaque qui vous dit qu'on vend le journal officiel ici? Je l'ai su dans le cadre des recherches que je mène. Donc, la vérité est que il ne faut pas dédouaner le gouvernement. Non, je ne sais pas dédouaner. Non, j'arrive à quelque chose. Laissez-moi finir. Comment se fait-il... Non, permettez, je vais vous donner la parole. Comment se fait-il que le citoyen lambda... Comment se fait-il que le citoyen lambda reconnaisse une auberge ou bien un bar qui est situé dans les couloirs des immeubles, mais il ne reconnaît pas la localisation monsieur, il faut faire attention, monsieur Aïssi. Nous sommes en train de parler de questions... Non, c'est pas des choses sérieuses. Non, vous n'êtes pas en train de parler de choses On parle sérieuses. du journal officiel, hein? Non, pas seulement. En réalité, c'est un prétexte. Pour parler de manière générale de la responsabilité du gouvernement. Ndom a raison. La responsabilité du gouvernement. Monsieur, mais vous savez, vous imaginez ce qu'on appelle la Constitution? Vous imaginez ce qu'on appelle le rapport que vous et moi, nous avons à l'État? Ce rapport est basé sur un contrat qu'on appelle le contrat social, le contrat de constitution de notre pays, de notre État. C'est ça qui nous lie à l'État. C'est ça qui nous lie à quelque chose qui est l'État, tout en faisant de nous les membres de cet État. Et cela signifie quoi? Nous avons délégué à la puissance publique nos forces personnelles, nos ambitions personnelles, pour que la puissance publique satisfasse ses ambitions, fasse ce qu'il faut. Monsieur, chaque fois que vous allez dire que parce que moi, Yambin Timba, je m'en veux boire une bière. Bon, ben, je ne consomme pas d'alcool, désolé pour ceux qui en vendent. Que moi, Yambin Timba, parce que je m'en veux boire une bière et que je n'ai pas acheté la Constitution, je suis en tort, vous avez tort, vous. Parce que le devoir, la raison pour laquelle l'État existe, c'est de s'assurer constitutionnellement, c'est la Constitution qui le dit, c'est de s'assurer que toutes les informations, tous les décrets, toutes les lois qui sont pris, tous les textes arrêtés, adoptés, promulgués par le gouvernement, je suis censé les obtenir chez moi. C'est pour ça qu'il existe un journal officiel. L'insertion dans le journal officiel signifie quoi? Signifie que l'État s'assure que cette information est disponible pour tous les citoyens. Parce que qu'est-ce qui fait de nous des citoyens à la bourse de l'espace public? C'est la disponibilité de l'information. Qui rend l'information disponible? Ce n'est pas à moi d'aller la chercher. Vous parlez de l'auberge. L'auberge s'assure que je connaisse qu'elle existe. L'auberge, le vendeur de boissons s'assure que je sache que sa bière existe. Monsieur, tant que l'État continuera à croire qu'il n'a pas d'obligation en matière d'information, alors qu'il y a tout un ministère de la communication, l'État se trompe. Et sur ce plan-là, constitutionnellement, l'État a l'obligation, je ne dis pas seulement le devoir, l'obligation de s'assurer que chaque citoyen, chaque fois qu'il y a un texte pris par un démembrement de l'État, que chaque citoyen que cela concerne soit informé chez lui. Parce que quand il a fallu aller voter, on n'est pas allé voter à Yaoundé. On n'est pas allé chercher le journal officiel à Akwa. Parce que ceux qui vivent à Yassa ne connaissent pas forcément à Akwa. On est allé voter dans son petit coin. Et c'est ça, la constitution de la République, monsieur. Maintenant, vous pouvez dire que pour des raisons de culture personnelle, les gens doivent quand même, ou que, compte tenu de la situation actuelle, les gens doivent faire des efforts personnels. Je suis d'accord. Mais je vous assure, de la même manière que l'État s'organise pour aller, quand il y a des élections, dans le moindre hameau, dans le moindre village, pour solliciter des suffrages, là, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose, les responsables. Mais la Constitution les oblige
à m'informer de tout ce qu'ils font. Parce que si ces gens ne me rendent pas compte, C'est moi le peuple en plus. c'est moi le peuple, c'est moi leur employeur. Oui. Ils ont donc l'obligation de me rendre compte, c'est-à-dire chaque fois qu'une disposition est prise de venir m'en parler. C'est ça la constitution de la République. Et la vacance du pouvoir dont on parle aujourd'hui, dans notre pays, en fait, c'est un débat politique. Ce n'est pas un débat juridique. Sur le plan juridique, on sait ce qu'il y a à faire et ceux qui ont initié ce débat savent ce qu'il y a à faire. La chose qui est gênante et qui est même grave Oui. dans le débat sur la vacance du pouvoir, c'est les menaces qui accompagnent cette question-là. Dans un État, nul n'a le droit de menacer. Les seules personnes habilitées à menacer, mais d'une menace qui est un rappel, ce sont les autorités. Quand elles ont, dans le cadre de l'exécution de la loi, quand elles ont traversé la première étape, qui est l'étape de l'éducation, de la sensibilisation et de l'éducation, elles peuvent donc pouvoir passer à la deuxième étape, qui est celle de la sanction. À ce moment-là, elles peuvent faire des rappels qu'on pourrait assimiler à des menaces. Si vous ne dégagez pas la route, comme on vous a donné 3 mois, vous ne dégagez pas le trottoir pour que les gens puissent garer normalement, on va venir enlever votre kiosque. Ça, il n'y a que les autorités qui ont le droit. Nul n'a le droit dans une république de menacer qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons aliéné notre force violence physique, nous avons aliéné notre propre projection dans le cadre du contrat social. La seule question de fond qu'il faut questionner, c'est de savoir est-ce que ce contrat social va dans le sens des attentes du peuple, va dans le sens de la liberté, de la défense de la liberté du peuple, va dans le sens de s'assurer justement, et l'une des libertés fondamentales, c'est la liberté de savoir, la liberté d'information. Et cette information, qui doit donner l'exemple? C'est le gouvernement. Allons-y rapidement pour vous permettre à répondre au docteur Yambin avant que je passe la parole à la patiente Parfum d'Homme. Oui, c'est pas un réquisitoire pour le moment entre le docteur Yambin et moi, non. Je voudrais quand même recadrer certaines choses. Je ne suis pas en train dans mon propos de, n'est-ce pas, de dédouaner le gouvernement. Nous avons... Non, du tout. Okay. La preuve, c'est que j'aime toujours prendre les éléments factuels. Il y a un peu plus de 15 ans, dans le cadre de la campagne de vulgarisation du nouveau code de procédure pénale, l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait fait le tour du Cameroun pour la vulgarisation de ce code de procédure pénale dont l'implémentation devait être réappropriée par les autorités compétentes. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Il s'agit de la même chose pour ce qui concerne la vulgarisation des textes juridiques, notamment pour ce qui concerne la loi fondamentale. Parce que lorsque nous parlons de l'État, nous sommes dans un espace. Nous avons une échelle de responsabilité. Ça, il faut le préciser. Vous avez d'un côté les décideurs, vous avez le gouvernement, vous avez les députés, les sénateurs, vous avez les mairies. Non, attention. Le gouvernement n'est pas au-dessus des sénateurs et des députés. Non, je ne suis pas des chefs de responsabilité. Oui, mais ils ne sont pas au-dessus. Mais non. C'est ça le problème. Là, vous me parlez de l'ordre protocolaire. Donc, alors, non, je ne vous parle pas de l'ordre protocolaire, je vous parle de l'autorité de l'État. Un instant. Messieurs. C'est intéressant ce débat. Oui. C'est ça les problèmes qu'on a dans le pays. Oui. Dans le cadre de la gestion ou de l'utilisation de l'autorité de l'État, est-ce qu'un membre du gouvernement est au-dessus d'un parlementaire? Non. Du tout. Parce que l'autorité ne vous vient pas du décret. L'autorité vous vient du peuple. Et les seules personnes qui bénéficient actuellement de l'autorité légitime et naturelle, quand je dis naturel, c'est un mot très fort. Naturel dans le sens où c'est le peuple qui vous l'a confié à travers des élections. Un membre du gouvernement n'est pas supérieur à un maire. Non. Même à un maire, il n'est pas supérieur parce que le membre du gouvernement n'a pas été élu. Le maire, le conseiller municipal est supérieur au membre du gouvernement dans le cadre de l'autorité de l'État. Maintenant, dans le cadre du pouvoir exécutif qui finalement coordonne la vie de l'État, à ce niveau-là, d'un point de vue fonctionnel, purement fonctionnel, pas protocolaire, ni moins encore constitutionnel, Messieurs, le membre du gouvernement va passer avant. Donc il faut faire attention. Bon, on laisse Albert Latola ici terminer. Oui. J'étais dans le dire que là, je ne peux pas être d'accord avec mon frère Yam. Oui. Qu'il voudrait absoudre la responsabilité des citoyens lambda. Parce qu'il attend. Vous savez, parce que tout compte fait. Oui. J'ai intérêt
à connaître les lois de la République pour 2 choses. La première, je dois pouvoir connaître mes droits. Si vous attendez que ceux qui vous gouvernent viennent vous expliquer vos droits, vous allez tout le temps être victime de l'injustice. Ils passeraient leur temps dans les Ça c'est important. Non. Donc, Laissez qu'on termine avec... à mon sens, donc, oui. je crois que la chose la plus sensée qu'un citoyen normal puisse faire, c'est aller lui-même au-devant de la connaissance des lois et des règlements de sa République. Si vous attendez que c'est le maire, le député, que ce soit le sénateur qui vienne vous expliquer à quoi retourne telle loi ou tel projet de loi, ou non, telle loi ou bien tel décret d'application, il ne vous fera jamais cela parce que il est dans son intérêt parfois que vous soyez ignorant de tout ça. Ça ne peut donc pas nous assurer le citoyen d'âme de ça, c'est important. Oui. Maintenant, dans les canaux officiels, il faudrait connaître, n'est-ce pas, l'organigramme des cellules de communication qui sont localisées dans nos départements ministériels pour connaître comment ça fonctionne, quelles sont leurs missions essentiellement. Maintenant, nous avons certainement un ministère de la communication qui doit pouvoir faire ça, mais surtout, lorsqu'il s'agit des textes de loi, c'est le département sectoriel qui doit s'en occuper. Donc, je pense que dans le cas d'espèce, surtout dans un contexte de modernisation des institutions, le citoyen lambda doit aller au-devant de l'information. Il va toujours aller au-devant de l'information. Messieurs, Bachar, parfaitement jusqu'à peu de contrat, on a parlé du gré à gré. Il y a également un autre thème qui est souvent, il faut le dire comme ça, souligné ou soulevé d'ailleurs par les populations qui parlent de la vacance du pouvoir, la gérontocratie. Je crois que le professeur Somba a repris ce terme d'énormément. Bon, tout le monde le voit. Nous avons des principaux dirigeants des différents composition de ceux qui gèrent le pays, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif avec ses 2 chambres et le pouvoir juridique, des gens plus ou moins qui ont des âges vraiment assez avancés. Ça, c'est pour ça qu'on peut parler de gérontocratie, ça dit que c'est un pouvoir en réalité qui a les mains des vieillards, d'après ce que les uns et les autres disent. On ne peut non pas dire que c'est totalement faux. C'est ne pas être honnête vis-à-vis de soi-même. Il y a quand même un problème. Ça se voit. Non, ça se voit. On n'a pas besoin de faire tout un dessin là-dessus. On comprend quand même que le Cameroun a une particularité où ceux qui ont arrêté le pouvoir dans notre pays sont de âge très avancé. Et c'est ça, justement, qui provoque, qui donne du grain à moudre à ceux qui ne sont plus aux affaires aujourd'hui, de dire attention, on risque d'avoir un gré à gré. Enfin, le principe de gré à gré, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est donner la possibilité, n'est-ce pas, au pouvoir politique, parce que comme l'a si bien dit Yamb, ce débat n'est pas un débat juridique, c'est un débat politique. Oui. C'est donner la possibilité à ceux qui sont aux affaires pour le moment d'organiser une alternance rotative en leur milieu, mais dans leur esprit, sans tenir compte justement de la Constitution. Or, je vous ai parlé premièrement de ce qui s'est passé en 2008. Avec cette modification de la Constitution qui va faire sauter un verrou qui limitait le mandat du chef de l'État. Malheureusement, ceux qui crient beaucoup aujourd'hui, soit dans l'opposition, étaient aux affaires. Et ont participé justement à la rédaction. Au niveau de la philosophie, de la composition, de la rédaction, et aussi de la défense. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans la rue pour dire le contraire. Pour dire que jamais on ne peut pas accepter cette régression. N'oublions pas que la loi qui a été votée, cette nouvelle constitution, a été le fruit de ce qui s'est passé à la tripartite après 6 mois de vie morte. Donc après une pression populaire pas possible, on réunit une constitution, on voulait, comment ils appellent ça, une conférence nationale souveraine, le chef de l'État dit j'en veux pas, il a pondu sa propre conférence nationale essence au vieux pour le Cameroun, voilà. D'ailleurs, sa propre tripartite, et c'est la tripartite qui va donner naissance à cette nouvelle constitution. Donc ça veut dire qu'on s'est assis, selon le chef de l'État, les gens qui comptent dans le pays, ils ont réfléchi et ils ont donné la possibilité à cette constitution. Comment expliquer que, des années plus tard, des gens qui sont censés respecter justement la constitution sur laquelle ils ont prêté serment, avec leur affidé, ont provoqué un putsch pour casser un verrou important qui devait assurer, à mon sens, une certaine sérénité des différents acteurs politiques qui devaient compétir pour le futur. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a donné la possibilité au gré à gré. Qu'est-ce que j'entends par gré à gré? Quand vous avez les élections, comme les élections se passent au Cameroun, de manière catastrophique, où nous avons un fichier électoral qui est comme il est,
mais c'est un corps électoral qui est complètement, c'est-à-dire que ratiboisé par rapport aux capacités des Camerounais, n'est-ce pas, qui devaient convaincre. Quand vous avez 7 millions de personnes inscrites, alors qu'on voit qu'un pays comme le Mali, qui est moins peuplé que le Cameroun, est au-delà de 7 millions, ça pose un problème. Et quand ceux qui votent réellement, dans ces 7 millions, vous avez moins de 4 millions de votants, ça pose encore de gros problèmes. Ils ont été au courant de tout cela. Ils ont accompagné ce processus. C'est eux qui sont à la base de la possibilité de sur le terrain. Pourquoi je le dis? Parce que, vous avez une majorité obèse du parti au pouvoir à l'Assemblée. 2, Au Sénat. au niveau du Sénat, avec tout... vraiment... 30 sénateurs d'ailleurs 30 choisis par le chef choisis, du nommés par le chef de l'État lui-même, et les gens l'acceptent. Vous avez au niveau de l'exécutif, quelqu'un l'a dit complètement entre les mains du chef d'État, au niveau du pouvoir judiciaire. Il est le premier magistrat, comme on dit, il nomme le président du Conseil constitutionnel, etc. Vous attendez à quoi? Vous avez créé les conditions, justement, pour donner la possibilité à l'exécutif de faire un gré à gré. C'est au départ. C'est pour ça que quand on criait, les gens disaient, ah, ce sont des aboyeurs, ils sont dans la rue, ils ne comprennent rien. Mais c'est au départ qu'il fallait que les gens commencent à mettre le doigt sur cette question en disant, attention, elle peut nous créer des problèmes demain. Et nous sommes maintenant en train de gérer ce problème. À mon sens, que devons-nous faire aujourd'hui pour essayer d'éviter justement que les menaces que Yamba a indiquées là ne viennent pas encore pourrir davantage le climat social et politique de notre pays? À mon sens, je pense qu'il faut que l'opposition reparte à l'abordage. C'est comme ça que j'appelle ça. En essayant de faire son mea culpa, surtout pour ceux qui ont été aux affaires, parce que beaucoup d'opposants viennent du ventre du régime, fassent leur mea culpa par rapport à ce qu'ils ont commis comme erreur du point de vue, j'allais dire, de la programmation dans le futur de ce que nous subissons aujourd'hui. Et deuxièmement, qu'ils acceptent d'avoir des consensus à minima. Quand vous êtes dans des démarches qui peuvent donner la possibilité, n'est-ce pas, à certains de penser que tant que je ne suis pas là, rien ne peut marcher. Conséquence, il faut absolument que ce que je dis soit pris en compte, sans tenir compte de l'avis majoritaire des autres. Oui. Vous créez justement les conditions de ce faux débat qui ne dit pas son nom, mais qui en réalité essaie de mettre en avant le malaise de nos institutions, le malaise de la politique qui est acceptée par les bien-pensants qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais surtout, vous mettez le doigt dans quelque chose qui est extrêmement grave, qui est le fait que on a l'impression en fait que les Camerounais ne sont pas maîtres de leur destin. Ils ne sont pas maîtres de leur destin. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que disait Anatole tout à l'heure, nous sommes dans la filouterie de bout en bout. Les élections au Cameroun, c'est une grosse filouterie. La loi elle-même, je l'ai dit, Yamba l'a repris, vous ne pouvez pas avoir une loi, je prends l'article 66 de la Constitution, depuis 2016, qui stipule que tous les gens qui ont un mandat électif avant 96, avant et après, n'est-ce pas, leur mandature, doivent déclarer le bien. On doit voir qu'à l'entrée, le gars, il avait ceci, à la sortie, il avait ceci. Bon, mais les auditeurs politiques et économiques comme Yam peuvent venir fouiller pour vous dire que mais il y a quand même un décalage entre le salaire que vous avez eu et ce que vous avez comme bien après, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, justement, on a créé des conditions de cette forêt de loi, n'est-ce pas, des décrets d'application, de ceci, de ceci et cela, résultat de course, on tue complètement ces décrets d'application, tue même l'esprit de la loi elle-même, dès le départ. Donc voilà, donc nous sommes dans une impasse d'ordre politique et juridique, et je dis, je suis désolé, ceux qui crient le plus aujourd'hui ont été ceux-là qui ont permis d'enraciner justement ce système unique. Donc, d'où la responsabilité qui doit revenir au peuple. Quand je dis au peuple, on me dit il y a plusieurs peuples. Non, il n'y a pas plusieurs peuples. Il y a un peuple camerounais qui peut être ignorant comme moi ou ne pas savoir où se trouve le journal officiel. Moi, je ne savais pas, je suis honnête, je ne savais pas où ça se trouve. Bon, par contre, je sais que, je sais où ça se trouve. À Douala, je me demandais toujours, mais cette affaire-là, c'est où? On a délocalisé de Bonanjo, ça se trouve où aujourd'hui? On n'en parle pas. Vous a dit qui ça a quoi? Oui, on dit ça serait inscrit dans le journal officiel. Tu cherches partout, mais le journal officiel, je le trouve où? Alors qu'on trouve, comme il a dit,
On sait comment faire pour avoir une Une riche. une caddie, c'est facile. Vous voyez? Donc, le gouvernement a aussi la responsabilité de communiquer. Ce n'est pas parce qu'ils ont communiqué une fois. Et Anatole l'a dit, vous avez les démembrements inférieurs n'ont pas fait le boulot. Il faut toujours qu'ils soient dans la communication en permanence pour que justement, on dit que l'enseignement, la répétition Et la Et mère la de mère l'enseignant. de l'enseignement. voilà, ils ont ce rôle pédagogique. Sinon, nous sommes en plein dans une flotterie de ces décideurs de moment qui disent ah, c'est bien fait pour nous. Comme les Congolais ne savent pas ce qu'ils ont de droit, alors tant pis pour eux, nous on va continuer à rouler. N'est-ce pas? Non, ça, c'est une escroquerie politique qui dit pas ça, non. Donc, Terminons. pour dire, quand même, faisons un effort. Parce que ces débats-là, ces questions-là doivent questionner tous les acteurs, tous les citoyens qui pensent que nous avons droit à un environnement politique meilleur. Il faut qu'ils arrêtent d'être dans les compromissions et les concussions avec le pouvoir, qui, comme l'a dit Anatole, a intérêt que nous on soit dans le flou. le flou total, parce que demain ça va nous rattraper. Et c'est Messieurs, de rattraper certains Nous jours. sortons justement de ces débats. Je veux vous dire merci d'ailleurs d'avoir été là ce matin. Docteur Yann, un mot de fin justement. Juste pour dire que nous entrons dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société du savoir, la société de l'information. Il faut que l'information soit disponible et l'État doit savoir que nous avons des disponibilités en matière d'information que sur le plan électronique. Aujourd'hui, avec 10 millions de Camerounais au moins qui ont un téléphone, quand ce problème s'est posé, l'État aurait dû renvoyer les lois par SMS, comme ils savent le faire pour plein d'autres choses inutiles, par SMS pour que tout le monde soit bien informé. C'est extrêmement important, ça coûte pas cher. Cela s'appelle le service public. Merci beaucoup, Docteur Yann Albert Natolaïzi. Non, tout à l'heure, comme je l'indiquais, Steve, les citoyens n'ont pas le droit d'être ignorants du fonctionnement et de l'organisation de la cité. Si l'information ne vient pas vers vous, allez vers l'information. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à faire des choses iniques et inutiles. Il y a aussi le président de la République qui a un certain nombre de lois. Il y a un certain nombre de lois dont on peut s'approprier. L'argent que nous dépensons pour les biens, on peut l'utiliser pour aller dans les libérer, nous approprier des livres. Le nouveau code de procédure pénale sans oublier la Constitution. Merci également à vous, patient parfait, de même mot de fin rapidement, en quelques secondes. Je pourrais être d'accord avec Anatole, mais il ne faut pas qu'il oublie ce désamour entre les peuples et les dirigeants dans un contexte d'un pays comme le nôtre. Pourquoi? Parce que le peuple a bien vu comment, en réalité, il est le ballon, et le pouvoir, c'est un Maradona qui fait des passements de jambes, n'est-ce pas, tout le temps. D'autres tirent les pénalités. Et d'autres tirent les pénalités qui ne marquent pas. Donc, il y a quand même ce désamour. J'allais dire, c'est pas seulement un déficit du point de vue de la légitimité, mais c'est aussi un déficit du point de vue de ce contrat social, de cette confiance réciproque qui débat entre les gouvernants et les gouvernés. Et je pense que le pouvoir tel qu'il est là aujourd'hui, avec ces gérontocrates qui sont au pouvoir, il ne faut pas attendre grand-chose. Ce n'est pas eux qui viennent apporter quelques modifications. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour ce débat. Vous qui êtes à la maison, n'oubliez surtout pas, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiésard. Et c'est ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux. En tout cas, on espère que vous allez vous informer davantage dans les jours à venir.